Moment exceptionnel de Futurapolis Santé, un échange qui va porter sur l'innovation, un premier bilan du plan France 2030. Et nous allons avoir le grand plaisir et l'honneur de recevoir Bruno Bonnell. Bruno Bonnell occupe l'un des postes les plus prestigieux de la République. Il est secrétaire général pour l'investissement. Il a notamment pour mission de vérifier que les 54 millions d'euros des programmes d'investissement d'avenir et maintenant du plan France 2030 sont bien utilisés et répondent bien aux priorités fixées par le gouvernement. Je vous demande de l'accueillir sous vos applaudissements, Monsieur Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement. Et l'échange sera animé par Guillaume Gralet, rédacteur en chef du service Tech et Sciences du Point. On applaudit aussi Guillaume. Et je passe tout de suite la parole pour cet échange des plus passionnants sur la stratégie d'investissement. Merci beaucoup Hélène. Bienvenue Bruno. Bonjour. Alors ça fait 2 ans que vous occupez ce poste qui doit nous projeter dans l'avenir, projeter la France, notre pays dans des temps de compétitivité assez forts. Je voulais que vous dressiez à l'occasion de Futurapolis Santé, si vous voulez bien, un premier bilan, ce que vous avez réussi, peut-être ce que vous regrettez, et puis quelle est la philosophie générale avant de parler de santé. Oui, bien sûr. Alors écoutez, d'abord, je voulais faire une petite correction, c'est 54 milliards. Pas 54 millions. Bonne nouvelle. Et j'aime bien cet exemple où, vous savez, 1 million de secondes, c'est 11 jours, 1 milliard de secondes, c'est 35 ans. Ça vous donne une idée de la différence entre millions et milliards. Bon, tant mieux. Mais au-delà de ça, on en a déjà engagé 22 milliards qui ont été engagés déjà depuis 2 ans, dans plein de domaines, puisqu'on balaye la santé, la transition éco-énergétique, qui représente 50% quand même de notre engagement, la diminution de l'empreinte carbone, la souveraineté numérique, la connaissance avec à la fois la recherche, la culture et la formation, et puis ce qu'on appelle les nouvelles frontières, l'espace et les grands fonds. Et si une chose dont je suis fier, la plus fière, c'est que c'est un réveil de tous les territoires. Et je crois qu'il faut le redire, plus de la moitié, 60% de ces investissements ont lieu sur des villes extérieures à l'Île-de-France, des villes d'ailleurs pas que, il y a aussi de la ruralité. Plus de la moitié, près de la moitié concerne des PME et des ETI. Donc on s'aperçoit que quand on donne des objectifs à la France, elle se réveille et il y a des innovateurs à peu près partout et avec beaucoup de dynamique. Alors ce qu'on peut regretter, c'est toujours la même chose, c'est que l'information met du temps à se diffuser, donc c'est pour ça que je viens partout, porter la bonne parole, présenter des dossiers, on n'en a pas encore assez, il faut aller encore plus loin. Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure quand on a pris un café, c'est que parfois vous avez des missions, parfois vous avez des enveloppes et il n'y a pas assez de candidats. On a même des cas où on n'en a pas du tout, et notamment dans les secteurs inattendus. On a lancé par exemple sur l'IA un appel qui était intéressant un peu complexe à expliquer, mais on a lancé ça dans le marché, pas de réponse. On avait pourtant dédié 40 millions. Alors rassurez-vous, on ne les perd pas, les 40 millions, on les remet ailleurs. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas encore assez d'informations, c'est ce que je regrette, il faut pousser plus. Donc s'il y a des entrepreneurs dans la salle ou qui nous regardent, des porteuses ou des porteurs de projets, ils peuvent vous appeler, vous envoyer des emails, on donnera votre email tout à l'heure. Mais comme on est à Futurapolis Santé... Numéro de téléphone personnel. Votre numéro de téléphone personnel. On a déjà tout. Il manque le code. On revient un tout petit peu sur la production, la bioproduction et les biomédicaments. Pourquoi c'est important et comment ça se décline très concrètement ? On vit clairement une transformation radicale de la société. On a vécu le XXe siècle autour de l'automobile et de la chimie, pour faire court, chimie du pétrole essentiellement, et on voit bien les limites que ça porte. On voit bien que l'urgence climatique devient quelque chose que les gens ont depuis très peu de temps finalement intégré. On reparlera tout à l'heure, je pense, de cette histoire d'acceptabilité, mais c'est un élément déterminant. L'innovation, c'est pas une invention. L'innovation, c'est pas de dire tiens, j'ai une bonne idée, je vais proposer un marché. L'innovation, c'est vraiment une réponse à une demande sociétale, et la demande de décarbonation, elle est fondamentale. Donc ça veut dire que si on continue dans tous les domaines à fabriquer à partir de pétrole, de l'hydrogène, des médicaments, des phytosanitaires pour l'agriculture, etc., on n'arrêtera pas ce phénomène d'empreinte carbone qui nous asphyxie et qui est dangereux pour la planète. Donc
le biomédicament fait partie de cette réflexion fabriquée à partir du vivant. C'est ça que ça veut dire, la bioproduction. Fabriquée à partir du vivant. Ce sont des bactéries, par exemple, qui mangent des plastiques pour en faire des monomères. Les monomères étant les précurseurs de nouveaux carburants demain. Et donc, c'est un recyclage vertueux. La bioproduction, ce sont d'autres bactéries qui vont travailler sur le sucre et qui vont fabriquer des acides aminés qui vont éviter qu'on importe des millions de tonnes de tourteaux de soja pour la nourriture animale. Donc, si vous voulez, la notion de bioproduction, c'est une réflexion de décarbonation et surtout une avancée fondamentale dans l'idée de dire que la nature nous a donné déjà énormément de choses. C'est pas la peine d'essayer de réinventer par des procédés totalement artificiels ce qui peut être fait d'une façon relativement naturelle avec des bactéries et autres systèmes de fermentation. Très concrètement, Bruno, ça ressemble à quoi une bio-usine, une usine de... Ce sont bizarrement des réservoirs dans lesquels vous avez des fermenteurs, ça s'appelle comme ça, c'est des espèces de gros bidons, dans lesquels il faut de la chaleur, de l'humidité et des matières premières. Et puis finalement, ça ressemble en fait à un gros estomac. Hein. La meilleure usine de bioproduction qu'on connaît, c'est la vache. Hein, elle fabrique à partir de l'herbe, elle fabrique du lait. C'est un peu la même chose. C'est des énormes panses de vaches, mais un peu plus sophistiquées et qui font un peu plus de volume. Donc on s'inspire de la vache pour inventer l'industrie, la production de demain. Alors il y a un autre aspect que je trouve très intéressant, et vous avez un projet, on peut peut-être justement le dévoiler aujourd'hui, c'est la bonne occasion. C'est de la même manière que vous avez créé plusieurs écoles, hein, une école notamment du nucléaire, vous allez nous expliquer exactement ce qu'il y a avec ce terme école en Normandie, une école des batteries dans les Hauts-de-France, de l'hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez peut-être le projet, parce qu'on est à Montpellier, parce qu'il y a toute cette histoire autour de la santé, de créer ici une école de la santé ? Alors l'idée c'est que dans cette révolution qu'on est en train de vivre, il y a besoin de femmes et d'hommes. Et nous avons, dans France 2030, 2,5 milliards d'euros qui est consacré à ce qu'on appelle les compétences et les métiers d'avenir. Donc nous soutenons les initiatives de formation. Objectif, 1 million de personnes à 2030 formées dans ces nouvelles technologies. Donc nous faisons ça avec les régions, souvent. En Normandie, on a fait l'école du nucléaire, c'est-à-dire qu'on a regroupé une vingtaine d'écoles qui vont du technicien jusqu'au doctorat. On leur a dit, lancez-vous dans une cohésion de l'école du nucléaire, le nouveau nucléaire, ce qu'on appelle ça. En Hauts-de-France, c'est la batterie. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'hydrogène, parce que ça va devenir un élément essentiel de la décarbonation et de la bioproduction. Et je me suis dit, vu la qualité et le terreau de formation autour du médical qu'il y a sur l'Occitanie, ça serait une bonne idée de proposer, j'en ai parlé hier soir un peu spontanément avec le maire de Montpellier, de proposer que l'Occitanie se mobilise, et Montpellier en particulier, pour créer une école de la bioproduction. Il manque déjà aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 20 000 personnes formées en bioproduction. 20 000, aujourd'hui. Et comme c'est certainement une des grandes industries de l'avenir, qui en plus a plein de vertus en termes de pollution, d'empreinte carbone, donc ça va attirer de plus en plus de monde, ça serait intéressant, c'est un terreau intéressant pour développer de la formation dans ce domaine-là. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser au problème. Et là, on est là, nous, pour aider financièrement à ce que ça existe. Et puis, qui dit formation, c'est aussi un thème qui vous tient à cœur, dit intelligence artificielle. Et vous avez une vision de l'intelligence artificielle et de la santé assez originale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut former les praticiens de la santé du futur avec l'IA, justement ? Alors, écoutez, je pense que elle n'est même pas qu'originale, elle est un peu provocatrice. Je suis convaincu que le bouleversement de l'IA est un bouleversement fondamental de la manière dont on va aborder le traitement médical. Avant cette vie-là, je travaillais en robotique, on travaillait déjà sur des robots dont les capacités de visualisation, par exemple les nuances de gris pour l'analyse d'une radio, étaient 50 fois supérieures aux nuances de gris de l'œil humain. Donc ça veut dire que la logique était la suivante: associée à une intelligence artificielle qui pourrait par exemple avoir accès à un ensemble de dossiers, prenons l'exemple du cancer du sein par exemple, ces robots seraient capables de détecter un cancer du sein bien avant que l'œil humain puisse le percevoir, et donc tirer un diagnostic à l'aveugle, et lancer une thérapie à l'aveugle, et si elle marche,
on ne saura jamais si c'est vrai. Donc là, le robot, il est supérieur à l'homme sur certaines... Bien sûr. Voilà. Et il faut accepter ça, c'est une petite blessure narcissique quand même. Mais surtout, l'homme doit garder le contrôle. Comment on peut faire alors ? Justement, le rôle du médecin évolue là dans le médiateur avec le malade. Parce qu'effectivement, on doit avoir une assurance que l'IA de confiance est là, parce qu'il faut travailler cette IA de confiance. Deuxièmement, il faut accepter l'idée que le médecin a des connaissances pour pouvoir expliquer au patient ce qui va se passer et pourquoi on le traite comme ça. Même si la personne dit mais moi j'ai rien, je sens rien, je vois rien, je comprends rien. Peut-être, mais vous savez, ça va être la même chose dans la génétique, avec toutes les problématiques d'ambiguïté éthique et bien évidemment les problématiques d'eugénisme qu'il va avoir avec. S'il y a des gens sur lesquels l'IA détecte des gènes qui sont des problèmes annoncés des années à l'avance, qu'est-ce qu'on fait et jusqu'où on va? Donc le législateur va devoir entrer. Mais pour revenir à ce que ça implique en formation, ça implique que la formation médicale doit considérablement évoluer. Et je pense qu'encore une fois, il faut qu'il y ait des expérimentations dans les grandes universités de médecine en France, où on commence à dire, et si on formait quelques médecins un peu différemment? Parce que jusqu'à maintenant, et c'est vrai aussi pour les ingénieurs d'ailleurs, il n'y a pas que les médecins, on forme beaucoup à la mémorisation et à l'expérience personnelle. On dit, allez-y, faites de l'effectuation. Et puis vous connaissez 200 cas de cancer du sein, vous travaillerez sur ces 200 cas. Et puis après, vous allez en connaître 250. Et à la fin de votre vie, vous allez devenir un bon médecin. Vous serez un peu fatigué, mais vous en connaîtrez 20 000. Aujourd'hui, avec l'IA, vous en connaissez des millions instantanément. Donc la question va être de savoir comment vous allez traiter cette information. Comment peut-être développer des compétences particulières. Et lorsqu'on parle d'IA, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, on voit que cette IA, cette accélération, il faut toujours un peu se méfier, c'est-à-dire qu'il y a toujours des stop and go depuis l'apparition du terme intelligence artificielle en 1956, mais là on a vraiment clairement une accélération, mais vous avez à cœur qui n'est pas uniquement une IA chinoise, une IA américaine, mais aussi une IA européenne, une IA française. Je crois que vous venez de booster un peu le supercalculateur Jean Zé à Saclay. Comment on peut s'y prendre pour qu'on ait une vraie IA made in France, justement? Déjà que nous sommes franco-culturel natif, c'est-à-dire qu'on a un environnement, on le voit bien ici dans ce formidable théâtre, on voit bien qu'il y a un quotidien français culturel profond. Il faut que cette identité, elle se reflète dans les bases de données, il faut qu'on les code pour que les données qui nourrissent ces métalangages, le chat GPT pour résumer, les données qui nourrissent ces métalangages soient d'origine française, et alors qu'aujourd'hui, à 80%, 90%, elles sont anglo-saxonnes ou chinoises. Sur le long terme, ça veut dire qu'on va se mettre à penser anglo-saxon ou chinois. Et donc, il faut éviter ça, et pour ça, il faut pousser l'idée de faire des banques de données, qu'elles soient graphiques, qu'elles soient textuelles, qu'elles soient contextuelles, qui soient d'origine française, francophone et européenne. Oui, parce que fin novembre, on va fêter, alors ça nous apparaît tellement loin maintenant, tellement évident, ça nous a choqué, l'apparition, l'accessibilité au grand public de ChatGPT. C'était fin novembre de l'année dernière. On a dit qu'il y avait d'autres modèles de langue. On a parlé du projet Big Science, du projet Bloom, qui est soutenu par pas mal de chercheurs européens. Comment faire en sorte que ces chercheurs soient davantage écoutés, davantage utilisés aussi peut-être à travers des modèles de langage? Ça fait partie de vos missions, ça aussi? Oui, il faut refuser la bataille de la résignation. Il ne faut pas dire, de toute façon, c'est joué, les GAFAM ont gagné, on n'aura pas la puissance. Il faut vraiment c'est pour ça que la puissance publique est importante là-dessus. Qu'on les soutienne. Bon, sur l'IA, on met déjà 1 milliard d'euros pour la formation et pour le développement de ce type de métalangage. Il faut continuer à pousser et surtout que dès qu'on en a l'occasion, mettre en avant plutôt des alternatives qui soient ni anglo-saxonnes ni chinoises. Pas toujours facile, mais bon, ça fait partie aussi, quand on parle de risques civilisationnels, ça fait partie des grands risques, à côté bien sûr de l'urgence climatique qui est encore plus importante. Oui, effectivement, Yuval Harari parlait dans Le Point d'un choc, une rupture civilisationnelle que permettait l'IA, et effectivement, il faut se préparer. Si on revient à la médecine, avoir une IA pour les médecins, pour les patients, ça doit permettre de s'appuyer sur le meilleur, mais aussi de garder cette discussion qu'a le médecin avec son patient, c'est ça? C'est-à-dire d'avoir plus de temps humain? Oui, je pense que le rôle du médecin doit être plus près du patient. Ça veut dire qu'en fait, que cette révolution de l'IA ne donnera plus d'excuses pour
pas avoir d'attention à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez que dans un cabinet médical, encore trop aujourd'hui, on passe finalement la moitié de la session à collecter de la data. J'écoute, je regarde, j'écoute le cœur, je sais pas quoi, je fais un électro machin. On pourrait passer plus de temps à l'attention à l'autre parce que souvent également on sait que la réparation de l'esprit est aussi importante que la réparation du corps et je pense que ce basculement vers plus d'humanité avec une technicité artificielle qui finalement rendra service est probablement une voie importante de l'avenir de la médecine. Ça peut nous rendre plus humains, quoi, la machine. C'est en tout cas le pari qu'il faut avoir. Alors il y a autre chose avec cette intelligence artificielle et la santé, c'est les inquiétudes, mais aussi les opportunités que permettent les données de santé. Comment faire en sorte, on n'a pas toujours les opérateurs de cloud suffisamment armés, en tout cas aujourd'hui, pour résister à ce qu'on appelle les hyperscalers, les Microsoft, les Google, les Amazon. Est-ce que ça fait partie aussi de vos missions de faire en sorte, bien qu'on ait des champions européens du cloud. On a parlé dans le point il n'y a pas longtemps de NumSpot, par exemple, qui est une initiative soutenue par Dassault Systèmes, La Poste. Oui, bien sûr, on est dans cette protection qui va de pair d'ailleurs avec toute la cyberprotection. On met maintenant dans nos contrats de soutien en subvention des exigences sur la cyberprotection des données, parce qu'on s'aperçoit qu'on investit tellement dans la recherche française qui est de pointe, qui parfois les gens ne ferment pas leurs portes ou laissent leurs ordinateurs ouverts sur leur bureau de laboratoire. On leur dit, faites un peu gaffe, il y a aussi la notion de protection virtuelle qui est critique. Oui, on est bien sur ces sujets. La route est longue parce qu'il faut une coordination européenne. Je me rappelle d'une allocution du président Macron qui disait on a perdu la première bataille dans le cloud. Mais pour vous, c'est pas encore totalement... la guerre n'est pas encore totalement... Non, la guerre n'est pas finie. Et en tout cas, il faut la mener, si ce n'est à une échelle globale, il faut la mener dans certaines niches. Ouais. Il faut s'assurer que dans certaines niches, on soit beaucoup plus sécurisé qu'aujourd'hui. Mais ça peut passer par quoi? Par des achats publics, des investissements? Ça passe d'abord, effectivement, par trouver des solutions, c'est-à-dire soutenir les entreprises qui font ça. Et ça passe ensuite, effectivement, par une orientation de la commande publique vers des solutions qui soient franco-européennes, si tant est qu'elles soient performantes, parce qu'il ne faut pas non plus que sous prétexte que ça soit français, on achète des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc il y a une mise à niveau nécessaire. On a pris un peu de retard par rapport à ça, donc il faut essayer d'accélérer l'investissement. Mais dès qu'une solution nous paraît à peu près homogène avec ce qui existe sur le marché, il vaudrait mieux la privilégier. Très bien. Et puis il y a des certifications, on voit qu'il y a tout un chemin, et il y avait notamment la possibilité d'avoir des acteurs français qui permettent de sécuriser nos données. On a parlé au tout début de cette compétition internationale. Comment on peut faire en sorte, c'est-à-dire qu'on a parlé aussi des plans d'investissement de la Chine, des États-Unis, pour être au niveau, peut-être pour être différent d'eux, comment on peut accélérer un petit peu, Bruno ? Je pense surtout qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut être dans une continuité. Les plans d'investissement d'avenir existent depuis 12 ans. Ils ont progressé. Ils sont passés des infrastructures vers l'innovation. On voit bien qu'il faut... L'erreur à ne pas faire, ça serait s'arrêter au milieu du gué. Il ne faut pas traverser le torrent et dire maintenant je m'arrête. Donc il faut que l'État continue son rôle de dérisqueur. Il faut qu'on fasse un effet de levier plus important avec les capitaux privés. Et il faut effectivement qu'on ramène cette idée également de la nécessaire souveraineté dans la transformation qu'on voit du monde aujourd'hui. Donc il faut rentrer aussi en responsabilité vis-à-vis des personnes qui justement veulent inventer, veulent innover, en leur disant, vous savez, ça serait pas mal de garder la qualité de vie et cette exception française que nous aimons tant. Alors, on cite souvent la DARPA, donc l'agence d'innovation qui dépend du département de la Défense aux États-Unis, mais il y a aussi une agence d'innovation intéressante, vous en parlez dans le point cette semaine, c'est l'agence d'innovation britannique. Oui. Pourquoi elle est intéressante pour vous ? Elle est intéressante parce qu'elle a le côté un peu lunatique et un petit peu débridé des anglo-saxons et des anglais en particulier. C'est-à-dire qu'elle explore des voies totalement inattendues, des ordinateurs à base de plantes, des nouveaux systèmes de vaccins qu'on irait chercher au milieu de l'Amazone. C'est intéressant parce que ça nous ouvre des voies et des chakras différents. On fait ça en parallèle avec des PER exploratoires, on les appelle comme ça, des programmes de recherche exploratoires où nous on cherche plutôt à réveiller les mammouths de Sibérie ou à coder des données dans l'ADN. Mais je crois qu'à côté de ça, à côté de ce côté plus spectaculaire et plus finalement qui stimule l'imagination, il y a une certaine rigueur dans le plan France 2030 qui veut qu'on atteigne le grand public, qu'on lui fasse comprendre que l'innovation fera partie de son quotidien demain. Et tout comme entre 40 et 70, les gens ont adopté le téléphone, le téléviseur, la voiture pour tous, la version commerciale, etc., etc., eh bien, entre maintenant et 2050, il y a un ensemble de produits,
véhicules électriques, le biomédicament, les petits réacteurs nucléaires, etc., qui vont faire partie du quotidien des Français. Donc il faut bien faire les deux. Il faut bien chercher à faire rêver, à projeter loin. Il faut aussi dire, les gars, c'est demain et c'est nécessaire parce qu'il faut décarboner. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et puis surtout, on doit pouvoir étonner. C'est un peu ce que disait Roland Moreno, donc l'inventeur de la carte à puce, dans son bouquin La théorie du bordel ambiant. Un peu la Routzpa israélienne, c'est le fait d'être débrouillard. C'est-à-dire que vous avez été marqué, je crois, par un film récemment où on voit les femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale qui innovent en fait parce qu'il y a de la contrainte. Ça peut jouer aussi. Mais évidemment, je pense que ce film m'a marqué parce que comme il n'y avait plus d'hommes, parce qu'ils étaient partis à la guerre, les femmes ont dû se débrouiller et elles ont les premières mécanisé, les premières poussé un raisonnement d'innovation pour des tâches qui finalement étaient assez quotidiennes. Et du coup, par là même, se sont beaucoup révélées à ce moment-là. Leur chemin a été long et il est encore là, mais il faut qu'elles continuent. Je pense que de la même manière, il faut qu'on voit bien que dans l'univers de contraintes qu'on a, dont le majeur, c'est la décarbonation, il faut qu'on invente des nouveaux procédés, des nouveaux process, des nouveaux produits pour réussir à passer cette métamorphose de société chenille fossile à papillon électrique. Et comment vous expliquez à une chenille qu'elle devient papillon ? C'est petit à petit, en fait, d'après ce que j'ai compris dans la chrysalide. Oui, et peut-être aussi en tenant compte des spécificités de la santé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est quand même quelque chose... Mais évidemment, on touche à la vie, on touche à des choses qui sont excessivement sensibles, mais je pense qu'on n'a jamais eu autant d'opportunités en France d'innovation dans la santé qu'aujourd'hui, parce qu'on est à un espèce de basculement de la recherche où on a des grands centres de recherche, on a des moyens économiques, c'est quand même plus de 5 milliards d'euros dans France 2030 qu'on met derrière la santé, et également beaucoup de nouvelles innovations, et notamment l'IA, qui vont permettre de changer de braquet. Alors, je m'adresse, puis peut-être ensuite on ouvrira les questions au public avec Hélène, mais on en a parlé tout à l'heure, s'il y a des innovatrices, des innovateurs, des inventeurs, dans un garage ou ailleurs, parfois on s'appuie sur la science fondamentale, comme l'explique souvent Alain Aspect, qui vous regardent, qui se disent moi j'ai quelque chose, comment à proposer, j'aimerais bien, comment ils font le lien avec vous, comment ça se passe, on doit passer par des intermédiaires, on vous envoie un email Alors nos opérateurs, ce sont la BPI, l'ADEME, ce sont l'Agence nationale de recherche et la Caisse des dépôts, mais plus important, c'est d'aller voir les appels à projets qui sont sur france2030.gouv.fr, france2030.gouv.fr. Et là, il y a des appels à projets, ils sont nombreux, avec des multicritères assez simples, et on voit si on correspond à des appels à projets. Il y en a des assez génériques. Donc normalement, c'est comme au loto, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont tenté leur chance, donc il faut tenter sa chance. C'est un peu très sélectif. C'est un peu la philosophie du challenge DARPA qui bossait sur les voitures autonomes. Oui, c'est différent. C'est une philosophie de challenge en tout cas, mais sur des objets qui sont particulièrement ciblés et qui doivent vraiment devenir du concret dans le quotidien. Et ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Bruno. Est-ce qu'on a des questions, Hélène N'hésitez pas à lever la main, un micro vous sera apporté. Voilà, je vois déjà une main qui se lève. Peut-être Monsieur Bonnel aussi, mais après la question, peut-être un point aussi sur la production de biomédicaments en France, que vous avez cité. Quelle perspective, à quelle échéance? C'est aussi un sujet extrêmement intéressant, mais il y en a effectivement beaucoup. On vous écoute. Bonjour Monsieur Bonnel. Bonjour. Merci pour votre intervention très claire et très inspirante. Je suis Michael Chekroun, je suis entrepreneur dans le monde de la tech. J'ai notamment fondé Kernity, je suis membre du Galion. Une question sur l'IA, notamment l'IA générative et la santé. Aujourd'hui, on voit que les grandes plateformes chinoises et américaines, comme elles l'ont fait dans le cloud, dans le Web 2, sont en train de prendre le marché. Je pense que Mistral est un peu l'exception qui confirme la règle, mais ça reste quand même un marché dominé par les US et la Chine. Comment on fait aujourd'hui en France et surtout en Europe pour encourager les sociétés françaises et répondre à un problème qui est que, évidemment, il faut sécuriser la data, il faut sécuriser l'hébergement des données de santé, mais comment, au-delà de ça, le législateur peut aider les initiatives européennes et françaises à se développer? Merci. Il y a plusieurs, quand on parle d'IA générative, il y a plusieurs composantes. Donc j'ai déjà parlé de la notion effectivement de s'assurer que les datas françaises, francophones et européennes
soit pas utilisé par n'importe qui, n'importe comment, ce qui est malheureusement encore trop le cas, hein, parce que on a fait la RGPD, c'est une bonne première étape, mais il faut aller un petit peu plus loin. Et il faut continuer surtout à investir, on le disait tout à l'heure, dans des supercalculateurs pour arriver à entraîner ces moteurs, et c'est important. Au niveau du législateur, je pense que on ne peut pas à la fois vouloir le développement d'une économie libérale et dire on va tout interdire et réguler, ça ne va pas marcher. Donc je pense qu'il faut surtout s'assurer qu'il n'y a pas des distorsions de concurrence. C'est ça le plus important. Et il faut encourager dans tout ce qui est appel d'offres publics, trouver la solution en termes d'Europe pour qu'il y ait, si ce n'est une préférence, parce que dès qu'on dit ça, on parle de protectionnisme, en tout cas des critères assez précis en termes de souveraineté qui permettent quand même d'orienter vers des solutions plutôt européennes. Je reste quand même à l'échelle européenne, parce que je suis convaincu que ce sont des défis qui sont continentaux. Et si on voit la puissance de feu effectivement de ces GAFAM, c'est parce qu'ils font partie, ou des BRICS d'ailleurs, qui font partie des continents et qui font pas partie de structures qui sont à l'échelle d'un seul pays européen. Donc je pense que le législateur, il doit trouver la ligne de crête entre la protection de la souveraineté européenne, mais surtout laisser la liberté de développement, parce que ça serait nous mettre encore plus en retard, enfin j'aurais des tonnes d'exemples, mais là on n'a pas le temps, ça nous mettre encore plus en retard par rapport à une concurrence qui, elle, n'a aucune contrainte. Il faut se méfier qu'on est dans des domaines dans lesquels... on l'a vu à l'Assemblée nationale cette semaine. J'ai vu un certain nombre d'amendements sur le net présentés par certains groupes politiques et j'ai des députés qui ont répondu d'ailleurs fort justement par des gens qui ne savaient même pas se servir d'un tableau Excel. Et donc quand on veut, il faut faire très attention qu'on n'idéologise pas les positions au niveau de la tech parce que ça évolue tous les jours et il faut pas fermer la route à l'exploration. Il vaut mieux arrêter après que arrêter avant, à mon avis. Merci beaucoup. Peut-être une autre question, j'avais vu. Ou madame. alors, oui. Ouais. La dernière question. Le micro arrive vers vous. Donc bonjour, moi Bonjour. je suis Laetitia Clabé. Ma question elle est à double casquette. J'ai été cadre en bloc opératoire où en 4 mois on a réussi à développer un système robotisé, informatisé en interprofessionnalité au CHU de Montpellier, qui était une première en France. Et je suis très surprise parce qu'on a travaillé, donc, comme je vous disais, avec les pharmaciens, les infirmiers de bloc opératoire, la stérilisation, sur un outil logiciel, informatique et logistique. Et de nos jours, on est confronté à des freins sur la recherche, justement, sur ces outils logistiques. Vous parliez de tableau Excel. Et tous les jours, on est avec des équipes de chercheurs qui sont freinés dans leur démarche pour pouvoir informatiser ces données. Ils travaillent effectivement sur tableau Excel, alors qu'il y a des outils de logistique en santé informatisés qui existent, qui sont très bien. Alors, on comprend tout à fait la problématique des données informatiques, mais c'est des équipes académiques. On voit bien que ces systèmes de développement logistique sont en lien avec les dossiers patients, donc au niveau de la confidentialité, c'est carré. Il n'y a pas de problématique de secret médical puisque c'est sécurisé à ce niveau-là, et pourtant c'est la réalité du terrain. Parallèlement, il y a aussi des freins sur les aspects financiers. Peut-être votre question, s'il vous plaît. Ma question, c'est qu'est-ce que vous envisagez aussi sur les freins financiers? Parce qu'il y a des équipes de chercheurs qui veulent travailler sur des lignées, et quand on voit que c'est 1 000 € la lignée, ils ont envie, mais ils sont freinés par ces aspects financiers. Donc il y a le frein, effectivement, informatique, je rejoins la question du monsieur, qu'est-ce qui sera envisagé pour ces équipes de chercheurs? Et il y a le frein financier. Merci. Écoutez, sur la première partie, il faudrait qu'on rentre plus dans le détail du dossier, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on cherche justement à encourager toutes les initiatives de développement logiciel qui nous sortent effectivement même d'une informatique d'il y a 5 ans. Vous parlez des tableaux Excel. Sur le plan financier, par contre, je crois que à travers les appels à projets que nous faisons, le soutien qu'on fait à la recherche en général, vous allez avoir tout à l'heure la directrice générale de l'AIS qui dépend du SGPI, Lise Alter, qui va vous donner certainement des pistes de réflexion là-dessus. On est vraiment en soutien lourd sur la recherche. Alors, par contre, le prix à payer à tout ça, c'est l'excellence. On sélectionne à peu près un dossier sur 3. Donc forcément, on fait 2 frustrés pour un gagnant. Mais c'est le prix à payer à réussir dans le monde de compétition qu'on a aujourd'hui. En tout cas, c'est la conviction que nous avons. Donc, il faut être exigeant sur l'excellence, mais en tout cas, aujourd'hui, les moyens sont là. Quand il y a cette excellence, alors
peut-être pas au niveau d'une équipe en bloc opératoire, mais au niveau d'un IHU ou d'un CHU ou au niveau d'une recherche médicale en général. Voilà comment je pourrais vous répondre à ce stade, sans connaître trop les contours de votre projet. Merci beaucoup. Merci Bruno Bonnel de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous qui avez suivi cette conférence. Merci à tous beaucoup. ceux qui nous suivent en ligne, et ils sont nombreux. Et donc, on se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine table ronde où nous continuerons de parler d'innovation et d'innovation médicale et nous verrons comment nous pouvons garder nos super cerveaux en France. À tout de suite. Merci beaucoup.